Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 7e épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux? Aujourd'hui, j'ai avec moi Alex Boily. Bien, bonjour Alex. Salut, comment ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ouais, c'est un plaisir d'être là. Oui, je suis vraiment content d'avoir quelqu'un. Alex, bon, vous allez dire que j'ai une préférence, encore quelqu'un avec qui j'ai partagé mes études à l'université. Mais je veux dire, tu sais, Alex, il y a vraiment un développement incroyable puis exceptionnel. Puis là, je n'ai pas mis de titre à côté de son aspect professionnel au sens où il a bien diversifié son champ d'action. Puis je vais laisser son parcours parler pour lui, en fait. Fait que, Alex, j'aimerais ça bien simplement, sans plus de flafla d'introduction. Si tu nous faisais un petit peu un historique de qu'est-ce qui t'a amené vers la kinésiologie au départ, puis comment justement ton parcours là, il a fleuri, puis il a branché out là, comme ça là, pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Parle-nous de ça. OK, là, quand on parle, j'ai quelqu'un qui a parlotte facile, là, fait que si jamais tu veux me diriger en tout temps vers des directions plus claires, ça va me faire plaisir parce que je peux parler de ça pendant 1 heure et demie. Oui. OK, par où je peux commencer? Je pense qu'il y a deux aspects tournants pendant et avant la kinésiologie. D'un premier temps, je viens d'une famille dans laquelle le sport était important, mais tu sais, bouger, c'était important. Il n'y avait pas de pression de performance nécessairement, mais c'est quelque chose qui a été valorisé, puis dans laquelle moi, je me suis accompli vraiment rapidement, là, ça c'est clair. J'ai joué au foot. J'ai commencé le plus sérieusement, c'était au football en 6e année. Là. C'est là que ma carrière a commencé à être sérieuse. Fait que 6e année, j'ai commencé à jouer au badminton d'hiver après la saison de football secondaire 2. Puis ça, c'est les deux sports qui sont tenus un peu à moi longtemps après ça. Secondaire 3, sport-études, 4, je pense, sport-études. Ouais, 4 sport-études à Alma. Puis là, c'est là que ça a pris un peu de sérieux. Puis ça m'a forgé énormément. Il y a beaucoup de choses dans mon développement personnel, dans le fond, que ça l'a fait. La discipline, la rigueur, le fait de ne pas avoir d'excuses, le fait d'être travaillant. Ça donne aussi une confiance en soi parce que ça nous pousse vraiment à sortir de notre zone de confort. Puis c'est ça qui fait qu'on gagne de la confiance dans la vie, là, c'est quand on se dépasse. Fait que à cet âge-là, j'avais déjà une conscience que le sport m'avait amené là. C'est là un peu la porte d'entrée à la kinésiologie. C'était l'aspect entraînement, dépassement de soi. Je m'amuse souvent à dire que dans tout ce que je fais, je suis plus un coach qu'un entrepreneur ou je suis plus un coach qu'un kinésiologue dans le sens enseignement de, là, que je veux dire coach. Cet aspect-là d'inspirer les autres et de les influencer, c'est probablement ma nature la plus proche. Puis, d'ailleurs, j'ai commencé à coacher, je pense, je suis en secondaire 3. Fait que c'est vraiment dans moi depuis tout le temps. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. C'est ce qui m'a poussé à l'Ankin. Je n'étais pas sûr, j'avais une filière entrepreneuriale à l'intérieur de moi depuis tout le temps. Entre mon cégep et mon université, j'ai fait un voyage aux États-Unis d'à peu près 6 mois avec ma femme, qui à l'époque était juste ma conjointe. Puis j'avais pas fait mon choix de carrière encore. J'en profitais justement pour réfléchir. Puis c'était un peu bizarre. Là. Je ne sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais quand tu arrives pour choisir à l'université, là, on est tous dans cet univers-là, comme si l'université qu'on choisit est tellement important, puis ça va changer toute notre carrière. Puis j'avais une super belle relation avec ma blonde. Je n'étais pas sûr si je voulais me séparer puis vivre ailleurs. On dirait que je n'avais pas une grosse croyance là-dedans. Puis je suis quelqu'un qui aime tellement tout que c'était positif pour moi d'avoir des contraintes d'université parce que ça me permettait de mieux choisir. Mais le bac à l'UQAC, à ce moment-là, c'était juste... c'était un bac c'est un bac avec majeur en kin, puis il fallait que tu puis ça me donne. Ouais, une mineure en autre chose, là, puis ça me. Mais tu sais, c'était un peu absurde, mais c'est ça. Ça me dérangeait un peu. Fait que j'ai fait Sinon, c'était comme admin, là, parce qu'on dirait que c'est ça qu'on pense quand on pense business, là, quoique c'est pas tout à fait associé. Fait que j'ai fait mon voyage aux États-Unis, puis par hasard, le bac en kin est devenu un bac spécialisé cette même année-là. Fait qu'ils l'ont tout reformé au complet. Puis dès que j'ai su ça, je m'étais dit, si je trouve une petite idée entrepreneuriale avec la kin, je me lance là-dedans, sinon je vais en admin. Puis j'ai eu une idée qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Ça ressemble un peu à... Ah, j'oublie son nom. La personne d'Alma, Performance Plus, P+, tu l'as-tu vu lancer? Il fait des programmes en ligne pour athlètes. En tout cas. Ah oui, Jonathan Harvey. Jonathan, j'avais Alexandre en tête, exactement. Oui, il y avait Adrénaline, puis là, Perform Plus, P+, là, il a développé comme une application avec intelligence artificielle pour la programmation. Exactement. Ça ressemblait à ça, l'idée que j'avais eue avant mon bac. Mais là, ça aurait été étonnant que ça reste similaire. Fait que c'est ce qui m'a plongé dans la kinésiologie. Mm-hmm. Après ça, le volet un peu plus entrepreneurial, là, où ça a vraiment eu un pivot et un changement significatif,
c'est entre mon université 1 puis 2, j'ai été job étudiante chez Rio Tinto pendant l'été. Fait que c'était une job plutôt plate que j'avais, là, mais je ne suis pas à plaindre, là, pantoute, mais il y avait à peu près 15 minutes de job à toutes les heures. Fait que c'était 15 minutes, 45 minutes, il fallait que j'attends que je m'occupais à remplir une trémie, il fallait qu'elle se vide, puis après ça, je la remplissais. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai une obsession avec le temps là, dans la vie. J'ai l'impression que j'ai une grande conscience qui est limitée. Fait que quand je le perds, ça mérite bien gros. Fait que ces 45 minutes-là, je ne savais pas quoi faire avec. Je ne suis pas un grand cinéphile. Fait que j'avais de la misère à m'occuper là-dedans. Puis c'est là que j'ai décidé un petit peu de me plonger dans la maîtrise de l'argent. Mettons, je vais le décrire comme ça parce que j'ai l'impression que j'ai un sain traumatisme. Je vais appeler ça de même. Quand je suis jeune, on dirait que j'avais conscience que tous les gens de mon entourage vivaient un problème avec l'argent. C'était comme une grosse contrainte. Puis mon père, il m'a légué une des plus grands apprentissages que je n'avais pas à l'époque. Maintenant, je réalise plus. Il me disait souvent, tout s'apprend, tout se fait. J'ai toujours eu cette croyance-là que si quelqu'un d'autre l'a fait, mais il suffit que j'apprenne comment il a fait, puis je vais être capable de le faire aussi. Fait que dans cette perspective-là, rapidement, j'ai comme fait, moi, 1 + 1 = 2. J'ai fait, s'il y a des gens qui ont plein d'argent à ne pas avoir de problème, et qu'on peut apprendre ce que tous les autres font, pourquoi c'est la première affaire que je vais apprendre pour ne pas avoir cette contrainte-là. Fait que quand mon université 1 puis 2, j'ai lu, je pense que mon premier livre, c'était Père riche, Père pauvre, qui m'a amené là-dedans. C'était juste une ouverture sur le monde financier parce que ce qui a parlé le plus là-dedans, c'est le développement personnel, que c'est important de se former et de s'éduquer. Mm-hmm. Puis là, c'est vraiment de là qui est né un peu là, tout mon développement après ça qui m'a amené vers les affaires. Fait que c'est plus je suis rentré par la porte financière, je suis ressorti par la porte de développement personnel, puis là, de fil en aiguille, ça m'a amené un petit peu où j'en suis aujourd'hui, finalement, je suis rendu avec 2 entreprises là, en date d'aujourd'hui, puis mes multiples autres projets, puis quand même, justement, notre super bon succès actuellement avec notre programme de perte de poids, de remise en forme, là, dans Alex Boily, kinésiologue, si on peut dire le titre. Ben oui. Ben OK. Fait que maintenant, tu sais, on voit un peu qu'est-ce qui a forgé, qu'est-ce qui t'a amené là. Si tu nous détaillais un petit peu, là, justement, parce que bon, tu peux nous donner des chiffres si tu veux aussi, parce que je trouve que c'est quand même assez inspirant. On n'a pas beaucoup de. On ne côtoie pas toujours des gens qui ont des aussi belles réussites là, que ça. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse le tour là, d'abord de ton de ta première business qui a éclaté un peu là, avec le Club Privilège Performance et tout ça. Parle-nous un peu de c'est quoi le type d'accompagnement que tu offres dans ce volet-là de ton entreprise, puis comment ça a développé là, aussi, là, puis où c'est rendu. Là. Bon, ben mettons qu'on retourne un peu au début de ça. Déjà, quand j'étais dans mon voyage aux États-Unis, j'avais la conscience et le potentiel du web. Là. Ça, j'en avais conscience déjà. Fait qu'on dirait que c'était quelque chose qui me tournait tout le temps en rond. Puis je me rappelle même un bon ami qui avait fait le bac en kin avant moi puis qui avait quand même aussi un volet entrepreneurial. C'était lancé en affaires puis il avait perdu un peu la croyance que c'était possible d'être à l'aise financièrement avec une entreprise de kinésiologie. Mais tu sais, il y avait une entreprise très traditionnelle avec des locaux puis de la consultation. Puis là, quand tu te mets à payer des locaux, des assurances, l'équipement, c'est vraiment difficile de trouver un plan d'affaires qui fonctionne. Bien, c'est surtout que tu n'as pas... J'interjecte un peu pour l'avoir fait, ouvert un centre. Moi. Le financement est presque inexistant parce qu'ils disent souvent qu'il y a trop de compétition puis ils ne veulent pas se mouiller là-dedans. Fait qu'il a fallu... Nous, on a, mon associé à l'époque, il avait utilisé de sa marge de crédit personnel pour qu'on puisse acheter de l'équipement, le mettre en garantie pour avoir un prêt, pour être capable, en tout cas, de... Fait que c'est des dettes de dettes. C'est difficile. Puis ce qui est tough, que les gens ne comprennent pas là, souvent quand c'est le temps de payer un professionnel puis que c'est cher, je sais, là, c'est rendu que justement, je mentor des entrepreneurs puis c'est que, bon, dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un là, pour donner un exemple qui fait du à domicile. Il charge, je pense, c'est 60 $ de l'heure de l'entraînement. Puis il est quand même d'un secteur, je vais dire, métropolitain, là, assez urbain. Là, fait que ça donne que tout est à 10-15 minutes, ce qui est déjà un facilitateur. Mais là, il faut que tu payes un entraîneur temps plein. Il y a de l'équipement dans sa voiture. Il faut qu'il déplace sa voiture. Ça, il prend une voiture. Là, après ça, il fait son heure chez vous dans laquelle il est payé, mettons, 60 $ pour l'heure. Fait que là, lui, là, comment il est payé? S'il se paye 25 $, ça veut dire que le 35 restant, il va permettre de couvrir justement son paiement de son équipement. Il y a sa voiture à payer, il y a son essence à payer. Il y a le temps de déplacement qui n'est pas inclus dans cette heure-là. Fait que finalement, il est parti à 1h15.
Après ça, il va y avoir des assurances, il va y avoir une hypothèque. Et je vous rappelle que le but d'une entreprise, c'est de faire normalement des marges de profit parce que si cette personne-là veut devenir un gestionnaire éventuellement, bien, il va falloir qu'il paye un employé sur le plancher. Fait que de ce montant-là, il faut qu'il reste un 5, 10, 15 piastres pour les profits, puis un 5, 10, 15 piastres pour payer un gestionnaire. Parce que même si tu es gestionnaire, tu es supposé avoir un salaire puis tu es supposé faire des profits. Nous autres, on a 4 personnes qui travaillent temps plein qui ne sont pas sur le plancher puis qui font de la gestion. C'est quasiment 400 000 $ de salaire par année. C'est moins que ça, mais ça, c'est qui les paye? Bien, ça reste les gens sur le plancher. Fait que quand tu payes 50, 60, 100 $ de l'heure quelqu'un, puis la personne sur le plancher est payée 25, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une partie de cet argent-là qui monte au gestionnaire aussi, qu'il faut qu'il soit payé pour réussir à rendre ce service-là. Puis tout ça, c'est impossible à percevoir au début, on ne s'en rend pas compte. T'sais. Fait que là, bref, ça nous mène au plan d'affaires quand on essaie d'être sur place en tant que kinésiologue, il faut vraiment être capable de créer une structure qui a du sens pour que ça se tienne. Puis là, ça fait en sorte qu'on charge des prix super chers. Puis des fois, les gens ne sont pas super contents de ça. Fait que c'est ça qui rend le défi difficile. Mais lui, c'est ce qu'il vivait, tu sais, parce que tu te retrouves à faire une simple consultation, puis il faut pratiquement que tu charges 100$, puis il n'y a rien de commencé encore. Ça commence à être tough. Fait que lui, il avait perdu un peu cet espoir-là, mais moi, j'étais conscient de ça. Tu sais, on dirait que je le voyais que mathématiquement, ça n'avait pas de sens. Fait que le web m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, je faisais des petites formations à gauche, pas à droite, beaucoup de formations gratuites au début. Je me suis mis à travailler en sortant de mon bac. J'ai été chanceux. Là, je finissais le 30 avril, je pense, ou le 31, puis le 1er mai, je travaillais temps plein dans un gym. Puis en parallèle, là, je commençais à être présent sur le web. Je faisais un petit peu de formation. Je commençais à créer des petits ateliers. Puis quand j'ai fait les réseaux sociaux, j'ai commencé à le faire parce que j'étais à la commission, entre autres, à ma job, pas à 100%, mais en partie. Puis quand j'ai commencé à être présent sur les réseaux sociaux, là, c'est fou comment que ça a catapulté ce que je faisais. J'ai vraiment réalisé la puissance des réseaux sociaux. Lentement, ça s'est élargi un peu en dehors de la région. Puis là, j'ai commencé à avoir des clients à l'extérieur. À ce moment-là, il n'y avait pas tant d'intention. Puis je pensais pas, là, j'ai tellement entendu d'histoires à succès que j'étais comme, il n'y a pas tant fait d'efforts, puis le succès est venu à lui. Oubliez ça, là, j'ai vendu comme 2000 $ de forfait max à par-ci par-là, qui est le fun quand tu ne cherches pas à vivre de ça. Tu sais, quand tu nécessites de te créer un salaire, c'est une autre histoire. Puis là, éventuellement, il est venu un conflit absolument sain. Là. C'était vraiment juste une décision un peu où je travaillais, que soit je rassemblais tout là où je quittais, puis j'ai pris la décision de quitter à la place. Je trouvais que c'était plus simple pour moi. Tu sais. Et à partir de ce moment-là, pour à peu près les 2 années suivantes, ça a été rock'n'roll. Là, parce que tu sais, une des plus grandes leçons que j'ai appris en affaires, c'est que le plus grand défi, c'est les distractions. C'est vraiment ça que 99% des affaires, c'est des distractions. Puis au début, tu n'as pas la capacité d'évaluer si ce que tu es en train de voir ou ce que tu te fais montrer ou ce que tu imites de quelqu'un d'autre, ce que des fois on s'inspire des autres, c'est vraiment ce que toi, tu devrais faire. Fait que tu te retrouves à faire 150 000 affaires qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas ça qui te fait avancer. Puis là, tu vires un peu dans le beurre pendant une longue période. C'est ce qui est arrivé. Fait que pendant 2 ans, je l'ai dit tantôt avant d'enregistrer le podcast, la première année, j'ai 19 000 $, il me semble, de profit que j'ai fait. La deuxième, c'était pas énorme non plus. En plus, dans cette année-là, j'essayais d'embaucher parce que je n'étais pas capable de croître le revenu. Puis je me disais, je suis rendu, moi, surchargé. Fait que si j'ai besoin de quelqu'un, mais j'avais à peine la capacité de couvrir mon salaire. Je ne sais pas c'était quoi les mathématiques dans ma tête à ce moment-là. J'essaie de faire de la publicité, mais genre, ça, je ne l'ai pas nommé dans la liste tantôt. Là. Si tu veux faire de la publicité dans ton taux horaire, il y a un pourcentage de cette enveloppe-là aussi qui part en publicité. Il n'y a rien qui se tenait. Fait que la structure d'entreprise, c'était vraiment dysfonctionnel. Puis je réalise aujourd'hui que la plupart des entrepreneurs au Québec, c'est ça. Parce qu'on oublie que l'entrepreneuriat, c'est une science elle-même. Puis il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat, à mon avis. Tu sais, moi, dans mon cas, j'ai été mentoré plus vraiment au privé, individuellement avec un coach. Il existe des écoles d'entrepreneuriat, mais sinon, tu fais tout à l'envers, puis il n'y a rien qui fonctionne, tu mets trop d'énergie pour rien. Puis moi, ça a été mon cas cette année-là, puis c'est humiliant d'avoir des employés que là, tu vas engager quelqu'un, tu n'es pas tout à fait capable de le payer. Là, tu as peur si la personne, il faut qu'elle lâche sa job pour travailler temps plein, puis tu n'es pas sûr si dans 6 mois, elle a encore une job. C'est stressant. Là. C'est ton nom et ta crédibilité. Ouais. Fait que c'est ça, grosso modo. Puis, fait que les 2 premières années ont été rock'n'roll jusqu'à ce que je me fasse coacher puis mentorer. Puis là, on réussit vraiment à créer un programme avec un tarif qui avait du bon sens, qui nous permettait aussi d'optimiser notre temps. Fait que plutôt qu'être tout le temps 1 à 1 puis que ça surcharge, bien, ou ça augmente la masse salariale nécessaire pour réussir. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a vraiment bien été. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que les 2 premières années qui a été tough, mais pendant ce temps-là, j'avais de l'attraction. Tu sais, j'attirais des gens dans mon univers, je commençais à créer une communauté. Je ne réussissais pas à bien la monétiser, mais ça fonctionnait. Un petit peu d'attirer des gens. Fait que quand j'ai juste eu un coach,
clarifier le plan d'affaires. Mais là, c'est devenu naturel à tout seul. Ma femme m'a aidé un petit peu à temps partiel pendant un bout. On est arrivé rapidement là, pendant la pandémie des environs de 2020, fin 2019, début 2020 là-dedans. Fait que quand on arrivait en 2020, là, elle a commencé à m'aider un peu, mais là, on a réussi à générer juste à nous deux. Elle, très temps partiel parce qu'elle était esthéticienne et massothérapeute dans sa vie. Elle travaillait à temps plein là-dedans. À faire comme un 6 à 12 000 $ par semaine de revenus. Puis là, ça a vraiment fait une gigantesque différence. T'sais. Puis la seule chose qu'on a changé, bon, il y a le programme qui a été reformaté d'une façon différente, mais j'appelle ça la structure d'entreprise. C'est vraiment ça. Comme j'ai dit, j'ai pris 50, même plus que ça. Le trois quarts des affaires que je faisais, puis je les ai jetées à la poubelle. Parce qu'au début, on tend à faire tout parce qu'on veut juste réussir. Puis c'est ça que je trouvais difficile, moi, c'est que je suis un gars travaillant dans la vie. Là. Dis-moi là, quoi faire, moi le faire. Puis là, je travaillais, puis rien qui marchait. Fait que ça devient vraiment irritant. YouTube, Instagram, Facebook. Une année, j'avais un compte Twitter. Twitter au Québec, c'est pas un énorme levier. Là, TikTok, là, tu mets de l'énergie partout. Il n'y a rien qui génère rien. Ou ça génère ça, puis tu fais parfait pour avoir plus. Je vais faire 2 fois plus, mais c'est indécent. Fait que juste de solidifier cette structure-là, ça nous a permis de croître. Là, puis je ne suis pas quelqu'un de super gêné là, en chiffre d'affaires parce que je trouve ça important d'avoir cette transparence-là puis que les gens comprennent un peu. J'aime ça partager l'ambition puis que les gens, ça leur permet. Fait que là, je pense en 2021, c'est comme 1,3 million de chiffre d'affaires qu'on a eu. En 18 mois, on a engagé, je pense, comme 15 personnes. Fait que c'est vraiment incroyable. C'est un gigantesque défi. Là, en tout cas, pour tous ceux qui ont des entreprises, vous essayerez de former 15 personnes en 18 mois. Puis tu as combien de produits là-dessus? Je n'ai 2 en théorie, là, 2 gros. Mais c'est ça, plus que 90 %. Mais il y a 850 000 $ de forfaits qui viennent de notre club privilège, justement, que tu signifies. Fait que c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite au début. Des fois, on a un programme à 200 $, puis là, on réussit à faire 1000 ou 2000 avec ça. Puis là, on fait OK, ben pour réussir à faire 4000, j'ai juste à faire 2 programmes à 200 $. Sauf que là, ça vient rapidement. J'ai 32 programmes différents qui nécessitent du service à la clientèle différemment, du coaching différent. Puis là, c'est là que ça crée vraiment une surcharge. Fait que le but, c'est vraiment plus de trouver un problème bien spécifique que les gens ont besoin d'être réglés, puis que tu offres le meilleur programme possible sur le marché pour réussir à régler ça, puis d'investir à 100 000 $ là-dedans. Après ça, tu es capable de le croître. Puis, tu sais, on en vend encore là, cette semaine. On a pratiquement une semaine record. C'est pas surprenant. On est une entreprise qui continue de croître. C'est le printemps. Fait que c'est la meilleure saison. Il y en a qui pensent que c'est janvier, là, mais le printemps est toujours plus explosif que janvier. Fait qu'on se retrouve à juste battre notre année passée. Aussi, les gens ont passé la surcharge financière du temps des fêtes. Puis là, la pression du soleil qui arrive, la neige qui commence à fondre. Le monde s'imagine en maillot, puis ça. Tu sais, fait que nous, on s'axe énormément sur le fait à ce que les gens arrêtent d'investir dans quelque chose puis que ça soit récurrent. Puis le yo-yo, moi, ça a été, je vous l'ai dit, j'avais une obsession sur le temps. À un point tel que je m'en fous que tu me payes 5 000 $ pour que je te coach. Si 1 an plus tard, tu perds tous tes résultats, je m'en fous de ton 5 000, je suis fâché d'avoir gaspillé du temps avec toi qui ne servait à rien parce que tu as perdu tes résultats. Fait que ça me choquait bien gros. Je dis 5 000, mais c'était pour exagérer le prix. En début de carrière, là, je vendais des programmes à du monde, puis 6 mois, 1 an plus tard, ils avaient tous perdu leur résultat. J'étais découragé. J'étais comme, mais j'ai une petite obsession de même, moi, avec le gaspillage, je dirais, là, le gaspillage d'énergie, le gaspillage du temps des autres. Puis je me dis, si on était capable de l'optimiser d'un point de vue social, c'est. Tu sais, moi, ma fille, mettons qu'elle jette un aliment qu'elle gaspille, là. C'est correct, là, l'argent, là, j'ai perdu de l'argent, mais ce qui me gosse le plus, c'est que j'explique, là, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu as gaspillé, tu sais. Il y a quelqu'un à quelque part en Californie qui a planté une graine pour faire une plante. Il y a quelqu'un qui a récolté une fraise, il l'a mis d'un panier, il est allé d'un entrepôt, le gars dans l'entrepôt l'a mis d'un camion, le camion il est venu jusqu'ici, il l'a mis dans le frigidaire dans l'épicerie, le gars dans l'épicerie l'a pris là, il l'a mis sur la tablette. Moi, je suis allé à l'épicerie, je l'ai pris sur la tablette, je l'ai passé. Là, je l'ai mis dans la voiture, je l'ai mis dans le fridge, je tiens de jeter ça. C'est tout ça, c'est gaspillé au complet. Et j'ai comme cette petite obsession-là avec le temps, ce qui fait que notre programme, on veut vraiment faire en sorte à ce que les gens maintiennent les résultats pour le reste de leur vie. Fait que c'est vraiment. La meilleure appellation, je trouve, c'est plutôt qu'avoir un programme transactionnel qui est je te paye pour perdre 20 livres, mettons. Fait que j'achète moins 20 livres. C'est qu'on veut te transformer toi pour que tu aies les outils en main pour réussir à régler le problème un peu après pour le reste de ta vie. Puis le taux de succès, tu sais, je ne veux pas dire des menteries de statistiques, on dit souvent que c'est 100 % parce que il n'y a jamais personne qui est sorti du programme en disant j'aurais jamais dû acheter ça, puis c'était un mauvais achat. Ceux et celles qui n'ont pas eu les résultats escomptés, c'était souvent plus dans les délais dans lesquels notre programme dure, puis c'était parce qu'il y avait une contrainte divorce, décès, déménagement, mais leur satisfaction était là quand même. Fait que c'est plus.
parce qu'ils savent qu'ils ont les outils en main après pour régler les problèmes pour le reste de leur vie. Fait que c'est plus le jugement, les connaissances alimentaires, la compréhension de l'impact des aliments sur leur corps, comment structurer leur activité physique, leur entraînement pour qu'elle soit minimaliste puis avoir le maximum d'impact parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour s'entraîner 80 heures par semaine. C'est ça, c'est un peu tous ces volets-là. C'est quoi la dose minimale efficace pour atteindre l'objectif? Exactement. Tim Ferriss. Tim Ferriss. Exactement. C'est ça. Ça fait exactement partie de ça. Puis tu vois, c'est drôle. J'ai fait en lien avec la recommandation de Tim Ferriss. Entre autres, c'est pas lui qui a inventé le protocole, mais il en fait référence dans son livre. J'ai fait un programme de perte de poids au printemps, là, comme juste short, là, un petit atelier bien simple. Puis il y a une semaine ou 2 semaines là-dedans dans lesquelles j'utilise ce protocole-là. Puis il y a 3-4 personnes qui faisaient là, moi, je suis habitué de m'entraîner, je suis quelqu'un d'avancé, je peux-tu faire autre chose que ça? Parce que c'est comme une série de 4-8 exercices, peut-être, je ne sais plus. 2 fois par semaine. Le 5-0-5-0, là? Ouais, le OCAMS Protocol qu'ils appellent. Puis là, tout le monde, là, j'étais comme, essaie-le, là, puis tu vas le voir. Puis là, les gens, ils ne comprenaient pas. Après, ils étaient comme, je comprends pas, j'ai fait une série de ces exercices-là. Les jambes qui shake, j'ai de la misère à monter mes escaliers, puis c'était du monde qui était habitué, tu sais. Fait que je pense que c'est une de nos plus grandes expertises que c'est maîtriser. En anglais, il utilise souvent le terme biohacking, là, qui veut comme dire pirater le corps humain, mais c'est juste la façon de dire on comprend comment faire la biologie puis comment la déclencher. Fait qu'on prend l'alimentation pour déclencher ce qu'il y a de mieux dans la biologie, l'entraînement pour tout ça en étant le plus minimaliste. Puis même à faire aussi avec tout l'aspect psychologique. Fait que comment réussir à faire des transformations identitaires, c'est important parce qu'il y a bien des clients qui me disent j'ai jamais été mince, c'est impossible de m'imaginer mince. Moi, à chaque fois que je mets un aliment dans ma bouche, je me demande si je suis en train d'engraisser. Je ne peux pas m'imaginer que tu me dis que dans ton programme, je vais un jour manger sans avoir l'impression que je suis en train d'engraisser, puis me lever le matin, puis que je suis mince, puis que c'est normal. Et c'est comme, puis si tu ne réussis pas à modifier ça, ça va être impossible de changer. T'sais. Fait qu'il y a comme vraiment une transformation identitaire à faire aussi. Oui, puis ça, comme quand je faisais ma formation en PNL, on en parlait beaucoup, comme justement, comment tu es encodé, comment tes croyances sont là. Puis peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas capable de modifier ça, ben, tu vas toujours t'auto-saboter sans t'en rendre compte, puis tu ne seras pas capable d'atteindre tes objectifs ou de les maintenir. Là, ça fait partie du processus aussi. Puis, il y a plein de gens qui ont de la misère à croire à ça. Pourtant, c'est assez bien appuyé par la science, mais je veux dire, tu as juste à te répertorier une couple d'histoires. Si tu décides de t'intéresser à toi et ce concept-là, tu vas en trouver plein, c'est sûr. Moi, financièrement, là, ça a été un super gros défi. Là. J'ai parlé des 2 premières années de ma vie, mais ce n'était pas juste des technicalités entrepreneuriales. J'avais des contraintes psychologiques, parce que je vais vous donner 2 exemples en lien avec la business et en lien avec la perte de poids. J'ai vu plein de clients là, qui payent le coaching full équipe, supervisé, ils font ce qu'on dit, ça va bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis là, ça va bien. Là. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas de rage de sucre. Ils se sentent super bien. Là. C'est comme tout marche. C'est facile. Ils sont comme, je pensais que c'était obligé d'être contraignant. L'entraînement n'est pas difficile. Puis là, un moment donné, là, ils changent leur plan. Ils changent ce qu'ils font. Puis là, tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils faisaient, je trouvais que je ne m'entraînais pas assez ou je ne trouvais pas mon entraînement assez dur. Puis là, tu te rends compte que c'est juste parce que leur cerveau, il a connecté pour avoir des résultats, il faut que ce soit dur. Ou il faut que j'aille faim. Et là, ça ne se connecte pas. Fait qu'ils sont sur la bonne voie, mais leur cerveau fait non, ça ne se peut pas. C'est supposé être dur. Fait que là, ils changent de direction, même s'ils sont dans la bonne voie. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, si vous avez de la difficulté, là, peu importe la dimension de votre vie, si vous avez une tendance à faire le yo-yo dans votre succès, fait que ce soit en affaires, peu importe c'est quoi, essayez de vous faire accompagner par quelqu'un qui a la capacité de comprendre ce concept-là psychologique et de vous aider parce que lui, il va pouvoir te dire ça n'a pas l'air naturel, mais reste on track en ce moment. Tu es dans le bon chemin parce que tu te remets toi-même en doute, mais même quand tu es dans la bonne direction. Puis en affaires, c'est la même affaire. En affaires, là, surtout au Québec, on a cette culture-là de il faut travailler fort pour faire de l'argent. Mentalité judéo-chrétienne. Il faut que tu gagnes ton pain, il faut que tu souffres. Exactement. Et là aussi, en affaires, c'était la même affaire. Quand, assez là, que j'ai pas le choix de compter ce petit volet-là, j'ai payé 2 coachings de mentorat à peu près identiques. Techniquement, là, sur papier, identiques. Même que j'ai payé le premier coach, il m'a coaché. Puis là, j'ai fait un peu un raccourci tantôt, mais c'est là que j'ai commencé à faire mon 6 à 12 000 $ par semaine. Puis à un moment donné, il y a un crash.
On le verrait, là, en tout cas, à cause j'ai le tableau, mes finances en avant de moi, vu que tu en as parlé tantôt, en cas de question, vu que tu amené là-dedans, mais on voit dans mes tableaux financiers, ça fait puis là, à un moment donné, je remonte, puis là, c'est là que ça arrête sans arrêt. Et ça, c'est purement ce blocage-là, parce que j'ai fait cette formation-là, et quelque part, j'ai trouvé un moyen de me convaincre que je ne pouvais pas prioriser ça. Ça réglait tous mes problèmes, mais je ne pouvais pas prioriser ça, fait que j'arrêtais de le faire pour faire autre chose. Tu sais. Puis ce qui m'a refait déclencher ça, c'est qu'une couple de mois plus tard, j'ai tombé sur une autre compagnie que j'ai appris qui avait coaché le coach qui m'avait coaché avant. C'est eux autres leur. Fait que c'est la même affaire, mais à parler à personne, j'ai écouté une de leurs conférences, j'ai vu un peu c'était quoi leur communauté, puis ce que j'ai réalisé, c'est cette perception-là qu'eux avaient. Ça m'a fait rire parce la première formation qu'ils m'ont montrée, c'était OK, ils disaient, je vais vous montrer chacun des paliers de revenus de votre entreprise et les difficultés que vous allez rencontrer. Palier numéro 1, 40 000 par mois. Fait que, tu sais, j'étais comme, hein, c'est quoi ce palier numéro 1 de 4? Tu sais, au Québec, souvent, les entrepreneurs trouvent qu'ils ont gagné, leur business va bien quand ils font 10 000 par mois. Lui, son premier échelon, c'est 40 000. Fait que là, dans le fond, ton premier mois, tu devrais faire 40 000, même si tu es tout seul dans ton entreprise. Là, je ne computais pas. Puis ça montre toutes les limitations, les barrières qu'on se met, qui fait qu'on ne veut pas computer cette information-là. Puis là, il a fait ça de 40 000 à, je pense que c'était 100 000, 150, jusqu'à 350 000 de revenus par mois. C'est assez énorme comme revenu d'entreprise. Puis c'est là que j'ai fait, je veux baigner dans une communauté de cette attitude-là, de cette perception-là financière. Puis c'est plus eux qui avaient vraiment un gros volet identité, mindset dans leur coaching. Je le savais que j'avais le côté technique, mais j'avais besoin de régler un petit peu cette perception-là que j'avais dans ma tête. Mm-hmm. Parce que le protocole, il est simple, là. Il n'est pas tough. C'est ton cerveau qui rend ça tough vraiment. Parce qu'on fight contre des affaires qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense. Puis, grosso modo, c'est ça. Fait que c'est ça dans la perte de poids, c'est ça dans toutes les dimensions de notre vie. Il faut être conscient des blocages qu'on a nous autres mêmes sans s'en rendre compte. C'est ça qui est dur. Ça a bien marché, en tout cas. Ah oui. Puis à ça, j'ai hâte. Là, je fais un petit aparté. Là, on a plusieurs invités très intéressants du monde du développement personnel qui s'en viennent au podcast pour un des prochains épisodes. Là. Je vous garde ça en surprise, là, mais on va aborder... on va temporairement s'éloigner un petit peu de la santé pour aller dans la sphère du développement personnel un peu. Ça promet d'être intéressant. De toute façon, tu sais, pour pousser un peu ce que tu dis, je pense qu'on ne peut pas les séparer. En marketing, on dit tu vends à la personne ce qu'elle veut puis tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Parce que, puis nous, c'est exactement ce qu'on fait. On vend les résultats. On te garantit que tu vas avoir des résultats. Puis une fois que tu es dans le programme, on va t'expliquer par quoi tu vas passer. Parce que si je te disais par quoi tu vas passer, il y a des chances que tu ne me croirais pas. Tu sais. Mais ce développement personnel-là, il est fondamental. Puis il y a une grosse partie du succès qu'on a qui est juste à cause de ça. Moi, j'ai pas fait exprès de tomber là-dedans. C'est que j'étais tellement sincère dans mon désir d'aider mes clients qu'à chaque fois qu'un de mes clients, parce qu'au début, on sort de notre bac, on a plus ou moins des connaissances alimentaires, même je dirais, on a des mauvaises connaissances alimentaires, puis on a notre bac en kin, en tout cas nous en kinésiologie, là, je ne parle pas nécessairement des autres programmes, mais fait que là, il a fallu que je fasse bien de la recherche moi-même au niveau alimentaire. Ça, c'est correct. Bac en kin, on est un expert en activité physique pendant l'entraînement, mais j'ai quand même fait, parce que les meilleurs au monde sont toujours meilleurs que ce que tu apprends à l'université. Et j'ai quand même fait de la recherche là-dedans, mais ça reste comme un champ de connaissances super élevé après notre bac. Alimentation, entraînement. C'est le classique qu'on parle tout le temps. Coach ça à des gens. Ça marche là, à court terme, ça marche tout le temps. Mais comme je vous disais, j'avais cette obsession-là de la personne, elle reprend tout son poids. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'est comme si les autres entraîneurs, ils se déresponsabilisaient de ça, eux autres. C'était comme, moi, dans le fond, je l'ai coaché 2 mois, 3 mois, puis perdu 60 livres en 3 mois. Fait que s'il ne réussit pas après, c'est lui qui est poche, là, tu sais. Puis moi, j'étais comme, moi, je me tiens responsable de tout dans la vie. Comme ça, j'essaie de voir qu'est-ce que je suis capable de contrôler pour le changer. Puis là, j'étais comme, non. C'est que dans mon 12 semaines, je n'ai pas réussi à lui donner ce qu'il avait besoin pour réussir. Fait que lentement, je greffais des morceaux à mes formations parce que, lui, il a perdu la motivation. C'est ça qu'il me dit, tu sais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui crée ça, la motivation? Puis là, je faisais de la recherche, puis j'allais voir c'est qui des coachs de motivation, puis c'est quoi qui. Puis je maîtrisais la matière, puis c'est comme ça que j'ai fini par élaborer une espèce de structure qui fait que je suis sûr que tous les éléments que tu as besoin de maîtriser pour réussir, puis ce volet de développement personnel-là n'en fait tout le temps partie. Parce que moi, je décrirais le développement personnel à comprendre l'être humain puis contrôler l'être humain. Si tu ne comprends pas l'être humain puis tu ne contrôles pas l'être humain,
même si tu as toutes les connaissances du monde, tu n'es pas capable de les déployer dans toi. On a des limitations, on n'est pas fait. Notre biologie là, est faite pour survivre, puis on vit dans un air d'ambition. Les deux ne se mélangent pas ensemble. Parce que l'ambition, ce n'est pas de la survie, là, c'est on en veut plus, puis plus, puis plus. Mais notre cerveau, on le sait, là, si on n'avait pas la société qu'on est, on serait comme les lions, on chasserait, on mangerait, on dormirait, puis quand on aurait faim, on irait chercher de la nourriture, puis on dormirait. C'est ça, parce que l'être humain est paresseux dans sa nature. Il va s'éveiller naturellement pour survivre. Puis nous, on est dans l'air d'ambition. Fait que quand on parlait de biohacking tantôt, c'est qu'il faut apprendre à déjouer cette nature survivaliste-là pour la diriger vers nos objectifs ambitieux. Puis il y a tellement de gens qui perdent estime et confiance en eux parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne sont pas capables, mais c'est parce qu'ils passent à travers leur processus survivaliste qui se fout bien raide de leur ambition pour réussir à atteindre leur objectif. Fait que le développement personnel, c'est une nécessité. Il faut que tu apprennes à comprendre comment ton cerveau marche pour réussir à le contrôler. C'est normal d'être motivé, il faut que tu apprennes à le motiver. Tout ça, c'est des facteurs importants. Sortir du programme par défaut, là, finalement. Exactement. Ouais, c'est une belle façon de l'illustrer. Sortir du programme par défaut. Fait que, bref, c'est un peu là qu'on en est là-dedans. Puis, le Club Privilège, tu as tellement un bon succès que dès que la première personne a gradué, on a créé un programme complémentaire à ça, une prolongation, justement, qui est basé bien plus sur le développement personnel. Je pense qu'il y a un grand concept que nos clients apprennent en santé, c'est le concept de vivre avec intention. C'est pas moi qui ai inventé ça, même que je pense que c'est John C. Maxwell qui a écrit un livre complet qui s'appelle Intentional Living, c'est sur ce concept-là, qui est juste si en ce moment, tu n'es pas satisfait de ta situation, il y a des grosses chances que ce soit parce que tu aboutis là par hasard, en te levant le matin et en étant un peu réactif à ton environnement. On te dit va à l'école, tu vas à l'école, on te dit de choisir un champ de carrière. Un année, tu te lèves, tu fais j'aime pas ma vie. Puis tu es abouti là par hasard parce que tu n'as jamais décidé où est-ce que tu voulais t'en aller. Vivre avec intention, c'est ce concept-là, c'est de prendre chacune de nos décisions en sachant dans quelle direction on veut aller. Puis la plupart des gens qui ont un surplus de poids, c'est ça. Tu sais, le poids, c'est traître. Même moi, là, je me fais prendre les doigts des fois. Là, c'est mon domaine, je coach à tous les jours. Puis là, en ce moment, je rénove, je construis une maison, tu sais, puis une partie qui était à contrat, une partie que c'est moi qui ai faite. J'ai un bout, je n'ai pas habité chez nous. Là, puis là, c'est assez dur. À un moment donné, tu fais « Oh boy, j'ai commencé à prendre du poids, tu t'en rends pas compte. » Fait que je suis conscient que les clients, ils ne font pas exprès, tu sais. Puis là, mais le problème là-dedans, c'est qu'ils manquaient d'intention. Ils n'ont pas défini dans quel état de santé ils voulaient être. Fait que nous, on fait un gros travail là-dedans de définir où est-ce que tu vas aller, c'est quoi tes objectifs, que tu as besoin de devenir, cet aspect-là. Puis après ça, ils déploient les actions pour se transformer en cet individu-là. Puis là, tout à coup, bien, ça se crée, cette affaire-là, parce qu'on l'a défini. Mais le concept de vivre avec intention, on l'applique juste à la santé pratiquement quand on coach dans le Club Privilège, parce que c'est ça le gros problème des gens. Fait que, bref, on a décidé, comme la clientèle avait cette ouverture d'esprit-là, puis ce désir-là après, de déployer ça un peu plus dans toutes les dimensions de notre vie, c'est de redéfinir c'est quoi chacune de nos dimensions, comment on aimerait performer dans ces dimensions-là, puis lentement déployer le nécessaire pour y arriver, puis construire cette espèce de vie optimale-là. C'est un peu plus léger, c'est un peu moins intense, ça dure c'est des 6 ou 12 mois, ces programmes-là. Ça crée une super belle communauté de monde le fun à échanger aussi, fait que c'est extrêmement trippant de faire ce programme-là. Cool. Ben, là, dans le fond, on va mettre tous les liens en dessous du podcast pour que les gens puissent voir ça. Pour ceux qui veulent plus d'informations, mettons, là, par rapport au type d'accompagnement, au détail de qu'est-ce que ça implique, là, le club Privilège Performance puis le club Élite, tout ça, c'est sur ta page Alex Boily Kinésiologue qui peuvent trouver l'information. Alex Boily Kinésiologue, alexboily.com, c'est notre site web encore. On guide tous les gens qui arrivent dans notre univers, on les guide individuellement pour être sûr, gratuitement. Là, ça veut dire qu'on a des conseillers à disposition de tout le monde, justement pour être sûr qu'ils aboutissent à la bonne place. Puis, il n'y a pas grand-chose que tu es capable d'avoir accès sans nécessairement parler à quelqu'un de notre équipe. Fait que, il y a plein de tout petits. On a 1 million d'ateliers gratuits, on a plein d'affaires qui sont pas super chères. Puis on a un gros programme d'accompagnement, mais on veut juste être sûr que ce soit la bonne personne au bon moment pour régler les bons problèmes qu'on a ça. Fait que dès que vous arrivez dans notre univers, d'une quelconque façon, vous êtes capable de réclamer un rendez-vous n'importe quand. Puis vous allez avoir un rendez-vous dans la semaine avec un conseiller si ça vous tente d'avoir un accompagnement là-dedans. Super. Fait que ça va permettre aux gens d'aller s'enquérir davantage de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme suivi, justement. Ouais. Avec une belle YouTube structure. aussi. Là. Puis, YouTube, on est super présent maintenant.
Si tu veux juste nous. Hey, puis, by the way, j'ai pogné plusieurs de tes TikTok récemment. Là, Ah ouais, c'est super dynamique, ouais. bien synthétiser l'information, puis les images très, très attrayantes. Je lève mon chapeau à Didier. Je fais bien des TikTok, moi, personnellement. Mais là, je n'ai pas la capacité de faire le montage que Didier fait. Mais Didier, c'est la personne qui s'occupe des montages vidéo de tout ce qu'on fait, autant sur YouTube que sur TikTok. Puis il y a un beau TDA qui est super efficace quand c'est le temps d'être un monteur vidéo, là, ce qui fait que vous, justement, écoutez les vidéos sur YouTube ou sur TikTok, puis vous allez voir que c'est super accrocheur. Puis des fois, c'est juste le fun d'avoir du contenu inspirant qui nous fait penser différemment. Quand les temps sont durs, c'est le fun de les écouter, puis ça nous fait penser à des nouveautés. Fait que, ouais, c'est des beaux petits outils qu'on offre à disposition des gens. Ah oui, c'est vraiment cool. Ben, je voulais quand même peut-être que tu reviennes juste résumer, mettons, exemple, là, à l'entrée Club Privilège Performance, là, c'est quoi en gros que ça comprend? Là? Les gens, mettons, qui se lancent là-dedans, combien de temps ça dure? Tu sais, mettons que tu me résumes le produit, là, juste vite fait de même. Là. Dans le fond, on parle de 4 piliers qu'on a développés, si on veut, avec le temps, un peu comme je disais, d'essai-erreur tantôt. Le premier pilier, c'est le volet de préparation mentale, justement, qui est un peu toute cette compréhension-là, apprendre à contrôler ta tête. C'est ce que j'aime un peu plus de façon, je vais dire, spontanée, okay? Parce qu'il y a un autre module un peu plus loin qui s'appelle normalisation et identité. Lui, il est un petit peu plus profond comme concept. Fait que quand je parle de préparation mentale, c'est tout l'aspect de contrôler sa motivation, être discipliné, arrêter de manger ses émotions, contrôler son stress. Fait qu'on le sait que ça, c'est des gros déclencheurs chez les gens. Même je dirais, je serais prêt à dire que sûrement 80% des gens ont des mauvaises habitudes pour des raisons émotionnelles puis ils ne le savent pas sinon. Fait que, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent je pensais que je gérais mon stress, mais tu m'as appris que je vivais avec mon stress, qui est un petit peu différent. Fait que le volet de préparation mentale, fait que ça te permet de faire ça. Fait que tous ceux et celles là, qui ont justement même de l'hyperphagie ou des troubles émotionnels, manque de motivation, ça va vous permettre de régler ça. Le point 2, c'est l'alimentation fonctionnelle. C'est ce qu'on coach. C'est un peu ma façon d'enseigner l'alimentation. Fait que j'ai consolidé un peu tous mes acquis à travers toutes les formations que j'ai faites, toutes les connaissances que j'ai pour résumer un peu l'alimentation fonctionnelle en cours. Pour moi, c'est que j'ai l'impression, moi, j'ai jamais cru aux théories de diète pour perdre du poids ou de diète pour X puis de diète pour Y. Moi, dans ma tête, j'étais comme, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Là. Notre corps n'est pas fait pour. C'est pas des boutons là, que tu fais, je vais perdre du poids, je vais prendre de la masse musculaire. Je trouvais ça étrange. Il me semble que ton corps il est fait pour marcher de façon optimale. Tu sais, ta voiture, mettons, là, tu ne mets pas de l'essence pour des longues distances puis de l'essence pour des courtes distances ou de. Tu sais, c'est comme la machine est faite pour fonctionner avec cette huile-là puis cette essence-là de façon optimale. Fait que je trouvais ça comme bizarre. Fait que quand je me suis plongé dans l'alimentation, j'ai réalisé que même si tu vas voir un spécialiste de l'intestin, puis tu vas voir un spécialiste, mettons, je vais dire du cerveau, des neurones, de la concentration, les recommandations alimentaires sont presque identiques tout le temps. Puis ça fait du sens, parce qu'avoir un programme pour perdre du poids, ça n'a pas de sens. Le surplus de poids, c'est souvent c'est juste un trouble métabolique. C'est juste ton corps ne fonctionne plus à sa pleine capacité. Puis le symptôme de ça, c'est d'avoir un surplus de poids. Mais le problème, c'est le fait que ton corps ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Fait que l'alimentation fonctionnelle, c'est ça, c'est de comprendre un peu toute la répercussion des aliments sur notre corps puis réussir à mettre dans notre assiette ce qui fait en sorte qu'on fonctionne le mieux. Fait que ce qui est magique là-dedans, puis moi, ça m'a frappé quand j'ai commencé à coacher ça, c'est que, bon, je me décris comme un spécialiste en perte de poids, en perfectionnement de la santé aussi, mais surtout en perte de poids depuis le début de ma carrière. Fait que j'ai surtout lancé ça pour faire perdre du poids. Puis là, quand j'ai commencé à coacher ça, les gens, là, maladie de Crohn, intestin, colon irritable, hop, tout à coup, ça commençait à se dissiper. Les gens qui avaient des problèmes de reflux commençaient à disparaître. Douleurs articulaires, il y en a plein articulaires, douleurs au dos, douleurs chroniques, il y en a plein que ça se dissipait aussi. Écoute, je ne sais même pas lister tous les problèmes qu'il y a des gens. Il y a même des gens qui ont observé une diminution de leur anxiété. Ce qu'on sait dans la littérature, on peut le voir, que ça joue un rôle. Tout ça pour l'optique, meilleure concentration, une meilleure énergie, moins de fatigue, meilleur sommeil. Fait que là, tu sais, j'en oublie plein, mais avoir faim, mettons, entre les repas, avoir des baisses d'énergie 2 heures après tes repas, c'est toutes des affaires que c'est pas normal. C'est juste que c'est normal au sens où la majorité de la population vit ça, mais notre corps est capable de fonctionner un peu tout le temps. Exactement. Tu sais, fait que là, ça m'a frappé. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, c'est dans le fond, c'est ça fait juste du sens que c'est pas une diète pour juste maigrir, c'est une diète pour fonctionner à ton plein potentiel. Puis ça te permet
de perdre du poids en parallèle. Le troisième pilier, c'est l'entraînement bioefficient. Fait que j'en ai parlé tantôt. Fait que le bioefficient, c'est un peu notre méthode d'enseigner comment optimiser le stress qu'on génère sur notre corps pour faire le moins d'entraînement possible puis réussir à en tirer le plus de bénéfices. On n'invente rien. On essaie juste d'optimiser la biologie, comment ça marche. Tantôt, on a parlé du protocole OCAM, OCCAM. Vous pouvez googler ça. Prendre une petite gorgée avant que je meure devant le micro. Vous pouvez googler ça, vous allez trouver de quoi là. C'est la méthode qu'on a parlé tantôt, Tempo 505, 100 secondes de contraction, dans le fond, je pense. C'est du 10 répétitions, charge max, une série, tout est là. Oui, puis les fréquences sont plus tu avances dans le protocole, plus tu espaces les séances d'entraînement pour laisser un maximum de repos. Oui, exact. Parce qu'on oublie ça, l'entraînement. À la croissance, c'est une alternance de stress et de récupération. C'est juste que le monde oublie tout le temps le volet récupération. Fait que ça joue un rôle important. Puis plus tu as de masse musculaire, plus tu es avancé, plus la récupération nécessite aussi d'être grande. Mais bref, ça, mettons, c'est une alternative possible. Puis nous, dans le programme, on essaie donc de le faire personnaliser en fonction de la personne parce que mon but, ce n'est pas de te dire la seule méthode d'entraînement, c'est celle-là. Le but, c'est de faire, moi, j'aime la course. OK, cool, mais la course, c'est pas le meilleur moyen de prendre soin de ta physiologie au complet. Fait qu'on va essayer de prendre la course, combiner ça à des méthodes d'entraînement bioefficientes de façon à ce que tu sois capable de faire des 15 minutes de plus que ta course 3 fois semaine, puis tu vas comme réussir à balancer toute l'histoire. Fait que c'est ça un peu. Fait que ça permet aux gens de créer leur équilibre de vie sans s'entraîner en malade dans la tête, mais réussir à optimiser leur santé physique. Puis finalement, c'est ça. Il y a le volet normalisation et identité. J'aime le mot normalisation. Je trouve que c'est lui qui le décrit le mieux un peu. Tantôt, on le décrit, la personne qui se sent dans sa peau, qu'elle ne se voit pas un jour être mince. La meilleure image que j'ai, je trouve, pour parler de normalisation, c'est que des fois, on fait des changements, puis plus on avance, plus on progresse, plus on a du succès, plus il y a de la friction, plus il y a de la tension, plus c'est dur. Et je trouve que le symptôme de la normalisation, si tu n'apprends pas à faire ça, c'est que c'est comme si tu étais ancré une place dans ta vie, puis tu es attaché à un élastique, puis là, tu essaies de progresser, fait que tu avances, mais l'élastique est encore attaché. À un moment donné, ça fait spac, tu retournes exactement à la même place. C'est qu'il y en a plein qui vivent ça, là, particulièrement dans la perte de poids, ça arrive souvent. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont capables qui écoutent en ce moment et qui font. Je me suis déjà senti en bonne santé, avec une bonne énergie, au meilleur de ma forme, je dormais bien, tout allait bien. Pour une raison quelconque, à un moment donné, je vais tout scraper ça. Mais c'est ça un peu. La normalisation, c'est le fait que faut que tu réussisses à t'identifier que c'est ta nouvelle vie, c'est normal. Puis ça, c'est juste un concept de perception. J'ai un coach que j'ai eu qui me donnait un exemple que je trouvais vraiment intéressant parce qu'il disait, lui, c'était un athlète de basketball professionnel, il jouait dans l'universitaire américain. Puis il disait, moi, d'un point de vue identitaire, je m'entraîne tous les jours. Je suis un athlète professionnel. Je me lève, je vais m'entraîner. Je dis tous les jours, là, mais vous comprendrez que dans le sens, c'est ça sa job, il y a des journées de repos, mais ultimement, il fait quelque chose tous les jours en lien avec son sport. Et il dit, moi, je me lève le matin, là, je ne me pose pas la question, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner, je n'y vais pas. Mais c'est pourquoi? C'est parce que d'un point de vue identitaire, c'est un athlète. C'est ça qu'il fait, c'est ça qui fait que c'est normal, d'où le concept de normalisation. Il se lève, il va s'entraîner. Vous autres, vous levez, vous allez travailler parce que c'est normal, vous êtes des travailleurs. T'sais. Lui, c'est la même affaire là-dedans. Fait que le concept de normalisation, c'est de réussir à faire ce changement identitaire-là, puis de faire en sorte que, hey, moi, là, je n'ai pas de problème de poids dans ma vie là. Pourquoi? Parce que bien manger, de m'entraîner, ça fait partie de mon quotidien. Je ne fais pas un gros deal avec ça. C'est pas comme j'essaie d'entretenir mon poids, c'est pas j'essaie de rester mince. C'est ça que je suis. Fait que c'est ce shift-là un peu qu'on essaie de faire. Puis ça, il faut le faire un petit peu à la fin du processus, quand justement tu commences à te transformer lentement vers tes nouvelles habitudes, puis là, tu commences à faire de la normalisation. Fait que ça, normalement, de la normalisation, ça se fait en vague, là, que j'appelle. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de changer tes habitudes, là, ça crée de la friction, ça crée de la tension. Puis là, maintenant, à un certain point, il faut que tu normalises tes nouvelles habitudes, puis là, tu peux recheminer ailleurs, puis tu renormalises. Quand tu comprends, là, maintenant, tu finis par réussir à l'observer dans ta tête que tu es dans un état où c'est tough, puis là, tu maîtrises un peu ce concept-là. C'est bien facilitant pour la progression. C'est là où, justement, l'accompagnement fait toute la différence. Là, puis que versus avoir acheté un programme, aller voir, mettons, un kin pour un programme d'entraînement, aller voir un nutritionniste pour avoir un plan alimentaire, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis tu essaies de faire ça, puis 2 ans plus tard, tu es encore à la même place où tu étais. On en voit tout le temps. C'est un gros défaut de la société, je pense. Je n'ai pas de solution vraiment à ça. C'est de la façon qu'elle est formatée, c'est que j'haïs ça de dire un problème sans avoir une solution vraiment, mais c'est que
on est spécialisé par spécialité plutôt que par problème. Puis ça serait probablement plus pertinent d'être spécialisé par problème que par spécialité. Parce que quand on sort d'un bac en nutrition ou en kin, on est mauvais dans tout, on est spécialiste dans rien. Puis là, on parle de perte de poids aujourd'hui, là, mais la prise de masse musculaire, c'est la même affaire. Il y a une spécialité nutritionnelle là-dedans, il y a une spécialité d'entraînement, il y a une spécialité psychologique là-dedans. Il y a bien plein de composantes que je ne pourrais pas me qualifier d'un expert là-dedans nécessairement. Puis là, j'en oublie sûrement plein, mais mettons qu'on irait dans la dépression, ben, même s'il y a des contextes psychologiques, l'alimentation joue un rôle, l'activité joue un rôle, ben, un spécialiste en dépression traiterait ça bien différent comme nous autres, on peut le faire. Fait que c'est un petit défaut qui fait que souvent, tu te retrouves justement avec des petits bouts de casse-tête, puis c'est dur sur l'estime, sa confiance, parce que tu vis des échecs et tu penses que c'est toi le problème, mais dans le fond, c'est juste que tu n'es jamais capable d'avoir le puzzle au complet pour réussir à le faire. Tu sais. Fait que ça, c'est un conseil que je suggère à tous les entrepreneurs d'ailleurs, c'est justement vraiment cibler un problème précis, puis arrange-toi pour aller trouver toutes les réponses puis toutes les solutions à ça. C'est ça qui va faire que tu vas créer un programme qui est efficace, qui est fonctionnel. C'est juste qu'on a tout le temps peur de manquer de clients, fait qu'on reste généraliste ou on vend des services séparés. Tu sais. C'est ça, pour ne pas se couper des portes de sortie, quand dans le fond, ben, c'est ça. Mieux vaut trouver le problème à résoudre, le problème qu'on est passionné à résoudre finalement. Exact. Puis tu sais, juste, ça me tente de raconter cette petite anecdote-là parce que dans le fond, je suis en train d'écrire ce que j'ai. Le méthode que je parle là, c'est comme si le club Privilège Performance, c'était le format pour le donner. Mais le protocole, je l'appelle le protocole Révolution Santé. Là, c'est un peu l'espèce de petite marque que j'ai créée il y a une couple d'années. Fait qu'il existe le protocole Révolution Santé en format programme que tu fais tout seul puis que tu as les enseignements qui viennent pareil, mais tu n'as pas d'accompagnement. Puis pour ça, je dis qu'on guide tout le monde vers des conseillers parce qu'on veut s'assurer de leur donner la bonne affaire qu'ils ont besoin. Bon, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Dans le fond, j'essaie de faire ça, puis ça l'aide vraiment beaucoup à clarifier des affaires puis créer des anecdotes. Puis j'ai trouvé une analogie vraiment intéressante là-dedans que je trouve que ça représente beaucoup l'aspect de normalisation puis identité. Je vous l'ai dit, je me suis construit une maison cette année. L'année passée, j'ai vendu ma maison en juillet l'année passée, dans le fond. J'ai vendu ma maison, puis la Ligue d'Ultimate Frisbee commençait 2 semaines après. Fait que je vends ma maison, puis c'est un peu drôle, là, mon histoire. J'ai une fifth wheel, fait qu'on vivait d'une fifth wheel pendant l'été, puis j'ai fait une couple de mois chez ma belle-sœur d'aménager dans ma maison. Fait que là, cet été-là, on habitait dans la fifth wheel, dans le cours chez ma belle-sœur, puis on se promenait aussi, là, mais qui est. Dans le fond, là, en ce moment, je suis dans ma maison. Si je regarde par la fenêtre, je vois le pignon de mon ancienne maison. C'est à peu près à 400 mètres d'ici. Il faut traverser la lumière dans le village, puis là, c'est l'autre bord. Bon, je vais jouer au Ultimate Frisbee. Ça fait 2 semaines que j'ai vendu ma maison. Le soir, puis j'étais allé au cégep Alma. J'ai joué, coaché là des années. J'ai joué au football là pendant plusieurs années. J'ai joué au Ultimate là longtemps. Fait que c'est ça le concept du subconscient, puis tout ça. Je finis, je m'assieds dans ma voiture, puis j'arrête ma voiture en avant de mon ancienne maison. C'est là que je suis comme, oups, j'habite plus ici. Tu sais. Puis, je trouve que c'est la meilleure analogie pour expliquer à quel point on a des patterns automatisés dans notre tête qui se font inconsciemment puis qu'on s'en rend pas compte. Tu sais. C'est que je suis devant mon ancienne maison, mais consciemment, je le sais que j'habite plus là, mais mon pattern, il est allé jusque-là. Tu sais. Et malgré ça, je me tape pas sur la tête. Là. Mais je vois plein de clients qu'ils font 3 mois, mettons, de programme, ça va super bien, tout est en ordre, puis ils font une erreur. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça les convainc qu'ils n'ont pas changé. Ils perdent la conviction pendant un instant, puis là, ils perdent toute leur confiance parce qu'ils font je pensais que j'avais changé, mais finalement, je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une erreur. De la même façon que moi, j'ai vendu ma maison, puis je me suis retrouvé dans l'autre, mais tout le monde me dirait, ben, c'est pas grave, ça va te prendre 3-4 fois, puis à un moment donné, tu vas t'habituer, tu sais. Puis la semaine d'après, je suis retourné au Ultimate, et cette fois-là, c'est rendu à la lumière. À la lumière, il faut que je vire à droite pour aller à mon ancienne maison, ou je vire à gauche pour aller à la nouvelle. J'ai mis mon clignotant à droite. C'est là que j'ai fait « Oh non, j'habite plus là. » Puis là, j'ai mis mon clignotant à gauche. Fait que j'étais encore dans l'erreur un peu, moins, mais encore dans l'erreur un peu. Peut-être 2 mois plus tard, je vais à l'épicerie du village que je ne vais pas souvent. Puis quand je suis revenu pour retourner chez nous, je suis passé par l'ancienne rue où j'habitais parce que spontanément, j'allais dans cette direction-là. Fait que tous ces automatismes-là, dans des contextes différents, sont là à l'intérieur de notre tête, ils vont se répéter. Fait que même si tu essaies de faire des changements, ça va prendre du temps avant qu'ils se modifient. Il faut faire de la répétition, somme toute. Le PNL, l'hypnose, il existe tout plein de la visualisation. C'est toutes des affaires qui t'aident à ancrer ces affaires-là, mais ça en fait partie. Puis je trouve que la meilleure image à avoir, c'est que l'identité, ça se change en un claquement de doigts. C'est la conviction qui vient avec, qui branle dans le manche, puis c'est elle qui crée des problématiques. Puis c'est pour ça que je trouve que ce que je viens de dire, c'est une allusion vraiment intéressante, c'est que imaginez que mon lieu où j'habite, ma maison, c'est mon identité. La journée où je vends ma maison,
puis je décide de changer d'identité, je décide que je ne suis plus quelqu'un qui a un surplus de poids, je décide que je ne suis plus obèse, je suis quelqu'un qui agit pour sa santé, qui agit pour le mieux, etc. Tu es capable de le faire maintenant. L'intention est capable d'être là. J'habite plus là-bas. Là. C'est fait, j'ai signé chez le notaire. Mais demain, là, ça se peut que tu te retrouves à faire le même comportement que tu faisais avant. Ça ne veut pas dire que tu es revenu à ton ancienne identité. C'est juste un patron qu'il faut neuronal là, qu'il faut défaire le nœud. Fait que c'est juste le fait que les gens culpabilisent tellement que ça les ramène tout le temps à leur ancienne maison. Mais moi, c'est pas parce que je suis allé avec ma voiture à cause de mon patron automatique que je me suis retrouvé là-bas que j'habitais encore dans cette maison-là. Mais non, j'habitais encore là-bas. Il fallait juste que je revienne à mes anciennes habitudes. Puis c'est ça que les gens ont de la difficulté à faire, c'est comprendre qu'il y a tout plein d'automatisation dans ton cerveau qu'il faut que tu défasses. Mais la journée où tu fais le choix de changer, ça change maintenant. Il faut juste que tu gardes le cap et tu entretiens la conviction un peu par rapport à ça. C'est ça. Tu as des technicalités à régler par la suite, petit peu par petit peu, mais... Puis là, ben, comme tout dans la vie, il y a des meilleures méthodes puis des pires méthodes. Il y a des gens qui vont faire ça rapidement, il y a des gens qui vont faire ça long. Tout peut être fait d'une meilleure façon. Puis comme on l'a dit tantôt, le PNL en fait partie des solutions que tu peux avoir. Puis il y en a sûrement plein d'autres. Là. Il y a tout plein de spécialistes différents que je ne connais pas tant que ça qui réussissent à déconstruire des affaires comme ça beaucoup plus rapidement. Moi, c'est un melting pot de plein de formations que j'ai eues. C'est tout ce que je vends, c'est tout le temps ça. C'est les meilleurs conseils que moi j'ai déjà eus, que j'ai déjà mis en application dans ma propre vie pour mes propres défis. Puis c'est à ma façon. Chez nous, on appelle ça un ancrage identitaire quotidien. Fait qu'on a comme un petit protocole quotidien qu'on essaie de faire pour réussir à changer ces affaires-là. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, les rituels, c'est vraiment Puis, super. Il y a une question dans ton lot que je n'ai pas répondu qui était la durée. La durée normale est de 16 semaines, excuse-moi, de ce programme-là. Des fois, il y a des petites promos, des petites opportunités pour la prolonger. 16 semaines, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait tester. J'ai fait du 8, 12, 16. J'ai fait du 6 mois, 12 mois. Puis 12, c'est court en tabarouette. Là. C'est juste limite. 16, c'est parfait. Les gens commencent vraiment à créer de quoi. Puis surtout, puis au-delà de ça, il y a trop de changements qui se font. Les besoins, ils changent là, après 16 semaines à peu près. Ce qui fait que c'est la raison pourquoi on a comme une fin après 16 semaines, puis après ça, on réévalue les besoins après 16 semaines. C'est pratiquement toujours maîtrisé. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ton 100 livres, mais tu as maîtrisé l'information nécessaire puis c'est intégré pour que les changements continuent de se faire. Après ça, il y a d'autres solutions qui sont pour ceux qui aimeraient continuer là-dedans, ils peuvent. Pour ceux qui ont fini, ils finissent. Pour ceux qui veulent évoluer dans le club élite, qui est un upgrade un peu de ça, ben, c'est une option qui existe là, grosso modo là-dedans. Super. Ben, c'est le fun. J'aime l'énergie que tu as quand tu en parles. Puis c'est intéressant. On part, on dit au nord. Là, tu vois, là, je vois le temps qui file. Puis là, je me dis, toi, tu dois avoir une rencontre bientôt. Ouais. Ben, si tu veux, je peux te donner 15 minutes encore. Là, si tu veux. Parfait. Parfait. Ben, j'aimerais ça qu'on s'attarde un peu à la deuxième partie que j'attaque généralement avec les autres invités. C'est-à-dire que c'est mon côté utopiste puis parental qui veut essayer d'amener des solutions concrètes qu'on peut mettre en place ici localement pour changer la structure de comment on fait les choses socialement, justement. Comment est-ce qu'on peut, ensemble, se donner des outils pour que ce soit plus facile de prendre en main nos choses. Donc, ce que je veux savoir, c'est en deux temps. Premier temps, selon ton point de vue à toi, comme on va dire coach, on va utiliser ce terme large-là, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui pourraient être faites plus ou faites de plus par les coachs en général qui pourraient aider les gens à se responsabiliser sur leur santé ou qui pourraient leur faciliter l'accès à ces changements-là? Ah, là, il y a tout plein d'idées, on dirait, qui chamboulent dans ma tête. La deuxième, en tout cas, je vais répondre à une question qui risque de donner mon opinion un peu sur la deuxième, mais je donnerai quand même des cues sur la deuxième question. Je pense que ça va répondre quand même pas si mal. Ma perception, moi, je suis un gars un peu extrémiste dans mon aspect de contribution. J'essaie vraiment d'avoir un impact qui est massif. C'est pas tout le monde qui a cette envie-là dans la vie. Mon but, ce n'est pas de passer un message que c'est la seule option là-dedans, mais je vais vous donner ma perspective. Après ça, je vais donner ma perspective pour les gens qui sont plus comme, ils ont l'impression qu'ils ont une vie simple, mais peut-être qu'ils aimeraient contribuer à cette affaire-là. Dans ma perspective de gars qui va avoir un impact massif, il y a juste deux filières qu'on est. J'aime pas ça, je l'ai dit tantôt, j'haïs ça, chialer sur quelque chose pour pas amener une solution en parallèle pour faire quelque chose ou mettre en action de quoi. Puis là, ce que je peux contrôler en ce moment dans ma tête, c'est deux affaires qui vont avoir un impact massif. Puis c'est soit au privé avoir un impact massif, puis ça, c'est ce que mon choix j'ai décidé de faire, c'est ce qui me drivait le plus, ou sinon, c'est à peu près en politique. T'sais.
faudrait que je me lance en politique pour essayer d'avoir ça. Ou il existerait peut-être d'autres stratégies pour les gens qui s'y connaissent plus en réseautage que je ne connais pas tant, mais maintenant, il faut que tu aies les mains dans la boîte pour essayer de changer de quoi, parce que juste, en tout cas, moi, ça me gosse de ne pas avoir une situation de contrôle où je peux bouger quelque chose. Fait que le côté politique, c'est pas mon expertise pantoute, c'est compliqué. Là. Il y a plein de gens qui vont parler de complot, puis qu'une fois que tu es élu, tu n'as pas vraiment le choix de décider. Là. Je n'embarque pas là-dedans, ça mérite ce genre de réflexion-là, puis je trouve que c'est une croyance, mais je trouve que c'est un boulet. Je dis que c'est une croyance limitante dans le sens, ça me sert à rien cette croyance-là, fait que je l'ignore, puis je vis autrement. Et qu'au privé, ça me donne tout mon contrôle. Ça, c'est un point qui est important. Ce que j'ai réalisé avec le temps en plus, c'est que si tu as une entreprise de service, et tu veux avoir du succès financièrement avec ton entreprise, la seule vraie bonne solution, c'est de régler un vrai gros problème. Parce que c'est la seule affaire que tu peux vendre à un prix élevé. Tantôt, on parlait que c'était difficile quand tu es kinésiologue de vivre de ça si tu es en clinique. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'il faut que ça soit structuré de la bonne façon. Il faut que tu sois capable de charger cher. Si tu n'es pas capable de charger cher, tu ne rentabiliseras pas dans tes frais. Mais pour charger cher, il faut que tu règles un problème, un gros problème pour les gens. La perte de poids, c'en est un. Ça crée plein de problèmes, des problèmes de santé, des problèmes d'estime, des problèmes de confiance. Il y en a qui ont des douleurs chroniques, il y en a qui ça les empêche de travailler. Il y en a plein. Fait que nous, c'est là-dedans qu'on a décidé d'aller se positionner. Puis ce que je trouve intéressant quand tu décides de faire ça, c'est que tous les petits problèmes finissent par être juste une façon de contribuer à la société et de faire connaître qu'est-ce que tu fais. Nous autres, en 2020, on a fait une campagne publicitaire complète dans laquelle on donnait gratuitement notre guide des glucides notre guide d'alimentation fonctionnelle. Là, on vend un guide des glucides fonctionnels. Je pense qu'on a donné 55 000 guides à des gens. Puis on ne dira pas de menterie. Là, pour nous autres, on a une attraction financière à ça. On les a donnés, ces guides-là, mais on le sait que dans ces 55 000-là, il y en a qui vont avoir des plus gros problèmes, qui vont avoir besoin d'aide, puis ils vont nous payer pour les accompagner. Mais reste que cette opportunité-là, pour moi, ça me fascine tout le temps. En ce moment, on donne un guide des glucides fonctionnels qui coûte, il n'est pas tout à fait gratuit, je pense qu'il coûte 15 $. Puis il vient avec de l'information, des trucs comme ça. Fait qu'avec l'alimentation cétogène, tout ça, il y a comme un peu une distorsion de la perception des glucides dans l'alimentation. Fait qu'on essaie un petit peu de réexpliquer les limites par rapport à ça, puis comprendre un peu plus la patente. Fait que, c'est 15 $, tu télécharges ça, tu le lendemain, il y a 2-3 vidéos explicatives en lien avec ça aussi, c'est la répercussion des glucides, puis en tout cas. Mais moi, je trouve ça fascinant de réussir à donner cet élément-là. On crée aussi des vidéoconférences continuellement pour réussir à expliquer aux gens c'est quoi qu'ils doivent maîtriser, c'est quoi qu'ils doivent comprendre, c'est quoi les éléments. Fait que de réussir à se positionner comme ça puis d'élever ton entreprise, ça fait en sorte que tu réussis à atteindre plus de gens puis tu réussis à faire un impact d'une certaine façon, même aux gens qui sont moins nantis et qui ne réussiront pas nécessairement de payer ses services. Ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Dans la même ordre d'idée, je pense que ce qui est important pour les entrepreneurs, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est qu'ils se prennent 100% responsables du succès de leurs clients dans le futur comme dans le présent. Quitte à juste collaborer avec quelqu'un d'autre si ça ne vous tente pas d'aller chercher les compétences nécessaires, mais c'est probablement la meilleure façon de vraiment aider les gens. Parce que là, tantôt, je disais que j'haïssais le gaspillage, là, mais à chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui font des processus de perte de poids puis que ça ne marche pas parce que ce n'est pas une bonne méthode, puis ils recommencent l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. C'est ça qu'on va essayer d'arrêter parce qu'on fait juste virer en rond puis ça ne change rien. Puis la moitié de la population est obèse. Là. Fait qu'il y a 2,5 millions au Québec de personnes qu'on a besoin de régler cette obésité-là. Je pense qu'il y a assez de marché. Là. On se chicanera plus tard, mais que le marché soit un petit peu plus tight. Ben oui. Mais c'est parce que ça amène un autre problème aussi. Là. Dans le fond, le fait que tu passes d'échec en échec tout le temps, ben, tu finis par te définir comme étant quelqu'un qui est en recherche de la solution de perte de poids. Fait que là, à partir du moment où, à un moment donné, tu as quelque chose qui marche, ben là, tu vas te créer un malaise parce que là, tu ne sais plus quoi faire de ton temps parce que tu le passais à chercher la solution à ce problème-là. Fait que ça se peut que tu t'auto-sabotes puis que tu reviennes encore à ça juste parce que tu es pris dans cette boucle-là de recherche de solutions tout le temps. Exactement. Fait que responsabilisez-vous pour ça. Puis, il ne faut pas virer fou. Là, une année, là, ça ne veut pas dire de garantir des remboursements puis des affaires comme ça, mais restez en contact avec vos clients. Prenez de vos nouvelles une couple de mois après. Essayez de vous informer pourquoi ils n'ont pas réussi. Essayez de vous poser. On n'est pas capable de tout changer d'un claquement de doigts. Puis notre programme, il est encore imparfait, nous autres, mais à chaque fois qu'on a un petit feedback négatif, même si notre taux de succès il est incroyable, dans le département succès client, on fait OK, c'est cool, qu'est-ce qu'on peut le faire? Puis au début, quand j'engageais du monde, ils ne catchaient pas mon obsession là, parce que le taux de satisfaction était correct. Puis mettons, il y avait une cliente qu'on y écrit à toutes les semaines pour prendre un rendez-vous, puis elle n'a pas pris pendant 8 semaines.
Puis là, elle est mécontente. Puis là, mon staff, il me disait comme, ouais, mais il a communiqué avec chaque semaine. Puis elle ne prend pas son rendez-vous à un moment donné, tu veux qu'on fasse quoi? Puis je suis comme, je m'en sac, mais si on commence à donner la faute à notre client tout le temps qui ne fait pas ça, je suis d'accord qu'on pourrait juste faire, t'es responsable, on a fait notre job, on a nos preuves, va chialer si tu veux, c'est toi pire. Moi, c'est pas ça que je veux qu'ils sortent et qu'ils soient contents. Que ce soit de leur faute ou non, c'est notre responsabilité. Fait qu'à cette heure, on les appelle s'ils ne prennent pas de rendez-vous parce qu'on est banni. On les appelle direct sans heure. Fait, hey, on s'inquiète, on veut de tes nouvelles. Puis on trouve tout le temps des patterns pour réussir à la petite miette qu'on manque. Là, on veut essayer de les interrompre. Fait que ça, c'est important. Puis de toute façon, la meilleure marketing, ça reste le succès de vos clients. Anyway, c'est le plan numéro 1, c'est d'avoir un bon marketing. Avoir le succès de vos clients, c'est ça qui va vous faire le plus de publicité anyway là-dedans. Après ça, dernier point que je dirais un peu plus au privé, c'est un peu drôle de dire ça. Là. Moi, c'est parce que j'ai vraiment la mission de changer ce standard-là d'obésité puis de surplus de poids dans la société puis de manger mal. Mais essayez d'inspirer vos clients à devenir, j'appelle ça des leaders silencieux. Moi. Parce que souvent, les gens se mettent à reprocher à les autres qui ne font pas ça. Ils toi, tu fais pas ça, c'est pas correct ce que tu fais. Puis tout ce qu'on a besoin, c'est des gens qui prennent soin des autres, qui sont en bonne santé puis qui sont des exemples visuels puis dans leur énergie. Quand là, tu es en santé puis tout va bien dans ta vie, les gens automatiquement ils te demandent qu'est-ce que tu fais, comment ça va, puis tu es un exemple pour eux autres. Puis on n'a pas besoin de personne pour se faire réprimander puis se faire taper sa tête pour se faire dire ça. Fait que moi, c'est ce que j'essaie d'éduquer à mes gens. C'est ta famille et tes conjoints, laisse-les faire. Continue de manger comme il faut. Ils vont manger de la pizza, mange, fais ta bouffe parce que c'est par cette conviction-là et le bien-être que tu projettes et le rayonnement que tu projettes que les gens finissent par faire. Je pense qu'il y a de quoi, tu sais, que. Mais quand on est lourd et on pousse les gens à changer, ça fait l'effet inverse. Puis là, on se retrouve à être problématique. Mais c'est un peu drôle parce qu'on n'a pas cette. Comme je vous ai dit, moi, j'ai décidé de faire ça à cause de la mission que j'ai, mais c'est pas naturel. Techniquement, ton entreprise en bénéficie plus ou moins. C'est pas vrai, là. Vous allez probablement avoir plus de références à cause de ça, mais ça vaut la peine. Peu importe c'est quoi que vous offrez comme service, essayez, même si c'est une petite vidéo automatique sur YouTube, même si c'est un petit document que vous voulez envoyer à la fin de votre programme, essayez de dire aux gens maintenant, vous devenez un modèle un peu pour les autres, ça leur permet justement de faire ça. Puis pour ça, j'appelle ça des leaders silencieux, c'est que encore aujourd'hui, même si on parle beaucoup de leadership, il y en a gros qui pensent que le leadership, c'est d'être le boss et de dire aux autres quoi faire, mais c'est beaucoup plus de montrer le bon exemple. Par les actions, exactement. Absolument. Puis l'inspiration, tu vois. Puis c'est là où je veux amener le podcast éventuellement. Tu vois, là, dans notre discussion, on parle des aspects globaux, puis on s'en parlait un peu avant de démarrer l'enregistrement. Tu sais, moi, je veux essayer de mettre des choses en place, tu sais, puis comme je l'expliquais avec, je pense que c'est avec Danick dans notre discussion, tu sais, où l'idée, c'est pas nécessairement d'aller chercher les gens chez eux, tu sais, pour leur dire « Hey, tu devrais essayer d'améliorer tes habitudes de vie », mais plutôt des fois donner un petit bonbon, tu sais, pour les gens qui ont pas, mettons, l'accès, on va dire, financier, par exemple, pour se prendre le coaching directement ou tout ça, puis qui auraient besoin aussi de se prendre en main, ben, si on leur permet de leur faire goûter un peu à qu'est-ce que ça peut être de filer mieux tranquillement, ben... Mais reste ce qui se passe de quoi. En tout cas, moi, là, je suis vraiment pas quelqu'un de complotiste dans la vie, puis c'est même l'inverse. Je suis un peu naïf de l'être humain, là, dans le sens que puis c'est juste pour mon bien-être psychologique, anyway, que c'est comme ça, là, c'est que, mettons que tu me joues dans le dos, pour mon bien-être psychologique, je vais juste me dire, je me dirais pas que tu es un crosseur, je vais faire, il y a quelque chose que je connais pas de son contexte qui justifie ça. Tu comprends? Parce que ça m'irrite de penser que tout le monde est malhonnête. Que je trouve que ça te purifie, ça te putrifie l'esprit. J'allais dire purifie, c'est plus l'inverse, mais. Comme j'ai dit, j'aime pas ça chialer sur les affaires qui n'ont pas fait. Mais là-dedans, il y a de quoi. Moi, là, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui est complètement illogique, c'est parce qu'il y a un paramètre que je ne comprends pas. Là, normalement, le gros bon sens l'emporte. Puis sur la prévention, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que des idées, là, il y en a 100 millions qui seraient vraiment simples à faire. Tu sais, tu l'as dit, là, de faciliter encore plus certains accès à certains services. Tu sais, juste les gyms pendant la pandémie, c'était comme une absurdité. Dans les épiceries, là, le fait qu'il n'y a rien qui soit taxé encore plus sur les cochonneries, solides cochonneries, pour moi, là, la recherche est tellement claire aujourd'hui que le sucre, que je ne comprends pas que tout ce qui est de grosses friandises, ça devrait. Dans le fond, ils les mettent sur le bord des comptoirs pour qu'on les achète.
puis les cigarettes sont en arrière dans les armoires cachées mais la relation de mauvais pour la santé est à peu près la même que le paquet de cigarettes. C'est sûr que ce qui rend difficile, c'est de mettre le barème, là, la ligne. Quand est-ce que, tu sais, moi, c'est une des affaires que j'ai le plus. Tout le monde veut qu'on lui dise que c'est noir ou blanc. Quand on a des clients, ils font tout le temps, je peux-tu manger ça? Ben, ça, c'est meilleur que ça, puis c'est pire que ça. Tu sais, c'est ça la réalité. Fait que j'aimerais pas être la personne qui va mettre une décision sur tous les aliments contenant ce sucre-là. C'est genre, c'est taxé ou on n'en veut plus. Mais il y a bien des affaires comme ça qui devraient accentuer. Mettons, pourquoi on les enlève? Ne serait-ce que subventionner les produits frais puis de contours d'épicerie qui soient plus proches du prix du Pepsi et des chips. Là, oui, mais ça, c'est difficile parce que la subvention, en tout cas, là, je ne suis pas politicien pour 2 cents ni économiste, mais je veux dire, j'ai l'impression que taxer de quoi, c'est tellement plus facile que d'encore de sortir de l'argent de nos poches. Fait que tu fais rentrer de l'argent dans les coffres, refinance de la subvention avec ça. Puis sinon, les taxes, justement, pourquoi enlevez-les, les taxes, c'est les biens essentiels à l'épicerie, on n'a pas. Enlevez-les les taxes d'un gym, enlevez-les c'est pour ça que je dis qu'il y en a plein, puis ne serait-ce que parce qu'il y en a zéro de la promotion. C'est ça qui me fait capoter. Si au moins ils feraient semblant, toute la recherche démontre que c'est plus bénéfique de faire de la prévention de la santé. Je suis à peu près pas en accord avec le 3/4 des recommandations du Guide alimentaire canadien et des affaires. J'exagère un peu, là, mais ça reste 1 milliard de fois mieux que n'importe quoi que ce que les gens font en ce moment dans leur alimentation. Comment ça se fait qu'ils payez-en des pubs à radio, payez-en des. Ça a été ça avec la pandémie, c'est ça avec le jeu. C'est correct que le jeu, c'est pas le jeu, je comprends juste pas pourquoi on a des casinos dans une société où c'est l'État qui contrôle, mais ça, c'est un autre débat, mais c'est un peu la même affaire. Fait que j'ai de la misère là-dessus. Moi, je pense, je vais le dire encore, là, il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'il y a trop de solutions qui seraient simples puis qu'on le sait qu'il y aurait des répercussions sur le système de la santé en fou. Là. Parce que moi, demain, je connais pas grand-chose en économie, mais je suis bon en maths et en finance. Puis si tu me mets premier ministre du Québec, je suis pas mal sûr, je prendrais un document Excel et je ferais des mathématiques. Là. Puis même si je m'endetterais pour les 10 prochaines années à coût de 1 milliard par année en prévention, je te garantis qu'en 20 ans, c'est revenu de l'autre bord. C'est revenu 100 fois plus de l'autre bord, puis on a réussi à prendre le dessus sur la dette qu'on n'est pas capable. Oui, fait que je comprends pas ça. Après, on pourrait même parler d'assurance santé. Là, ça, c'est un peu débat, ça fait opinion de droite un peu, mais il y a juste un questionnement à se faire que dans une société de droite comme aux États-Unis où le système de santé n'est pas gratuit pour tout le monde, ton assurance santé, tu payes relativement à tes habitudes de vie. Puis ce qui est le fun dans une société plus de gauche comme nous on est, c'est qu'aux États-Unis, c'est un peu chiant parce que si tu as une maladie de naissance qui nécessite de la médication, tes frais de santé sont dans le plafond parce que tu es l'handicapé du groupe. Ce qui est le fun dans une société de gauche comme au Québec, c'est qu'on est capable de pondérer un peu ça puis de faire. Tu sais, moi, j'ai une de mes employés qui son enfant est hémophile, il faut qu'il s'injecte à tous les jours pour coaguler. C'est une médication qui coûte un bras qu'elle ne paye pas parce que c'est subventionné. Il est né de même. Cool. Mais encore une fois, tous les gens, on en a parlé là, quand le go il a voulu donner une taxe de plus aux gens qui n'étaient pas vaccinés. Là, moi, j'ai un peu eu la même idée. J'étais comme, c'est parce que dans ton système de santé, les gens qui meurent, c'est tout le monde qui n'a pas pris soin de leur santé depuis comme 20 ans. Là, fait que ils n'ont pas eu une surtaxe à cause de ça. Fait que tout cet aspect-là est comme, c'est une grosse. Ça, je comprends, par exemple, que d'un point de vue logistique, commencer à avoir des évaluations de santé à chaque année puis pondérer c'est complexe, mais reste que tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique en lien avec ça. Il y a quelqu'un qui fumerait une cigarette puis qui paierait 1 500 $ d'impôts parce qu'il fume des cigarettes, mettons. Là, c'est pas pire. Les cigarettes sont tellement taxées qu'on pourrait considérer qu'ils n'ont pas besoin de payer de surtaxe, là, mais tu sais, les gens, possiblement, qui changeraient d'idée. Là. C'est prouvé, anyway, que ça le fait. Là, ça fonctionne, c'est quand on fait ce genre d'éléments. Ah, c'est sûr. Mais il y a toujours c'est parce qu'il y a aussi une disparité des fois aussi au niveau de l'aspect socio-économique, au niveau de l'accès à l'éducation, puis qui permet pas à tout le monde d'avoir la même autonomie de pensée pour être capable de faire des choix qui sont plus simples pour eux autres aussi. C'est vraiment multifactoriel. Puis complexe, mais je veux dire. Mais c'est pour ça que j'aime ma position de droite, là, parce que là, j'ai donné l'opinion de gars qui a une entreprise. Puis j'aime ça. Mais oui, c'est là que j'ai les manettes de contrôle, me donner une responsabilité. Parce que ultimement, ce qu'on veut,
c'est que l'être humain se responsabilise. Exactement. Puis j'ai de la misère à me positionner parce que je suis un gars de gauche dans l'entraide, puis je suis un gars de droite dans si t'as pas ce que tu veux dans la vie, là, va le chercher, si tu arrêtes de pleurer que les autres l'ont. T'es pas dans la victime. Non, je suis pas dans la victime, vraiment pas. Fait mais tu sais, il y a toute une grosse portion, tu l'as dit un peu au sujet de l'éducation, puis tout, puis qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables, il y a des gens qui sont malheureusement pas d'un milieu familial qui leur permet non plus de se développer adéquatement. Ou, fait que c'est vraiment un débat qui est tough, mais je pense que il y a un côté aussi qu'il faut se responsabiliser nous autres mêmes à faire ces changements-là puis arrêter de mettre la faute sur les autres. Techniquement, l'État est supposé le faire, surtout pour les gens qui sont démunis. Puis le 3/4 des gens qui, entre autres, vont écouter ce podcast-là, probablement qui ont les outils, puis ils n'ont pas de raison. Là, ils peuvent aller prendre une marche tous les jours dehors, puis ils peuvent faire des meilleurs choix nutritionnels. Fait qu'il y a un côté aussi qu'il faut vraiment se responsabiliser. Mais c'est ça. Quand on paye des impôts et des taxes, ça devient choquant. Surtout que moi, je suis dans le domaine de la santé. Quand je paye mes impôts et il ne fait pas de prévention, puis je sais que l'enveloppe budgétaire qui est mise dans ça, je ne catch pas. Je suis comme, il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche à quelque part pour pas que ça se fasse. Moi, il y a une information que j'ai pas. Même quand on était au bac, là, je me rappelais pas c'était quoi le chiffre, mais tu sais, qui disait que chaque dollar mis en prévention, t'en rapportais 2. Il en sauvait 2 dans le curatif, une affaire de même. Je me rappelais pas. Mais c'était au moins un 2 pour 1, si c'est pas plus. T'sais. Puis ça date de quoi? C'est des études qui datent de genre 2005, là, puis c'est pas encore mis en pratique. Là, un autre aspect, tu as dit le mot curatif, puis je l'avais noté parce qu'on s'était parlé un petit peu, mais tu m'en avais glissé un mot, l'histoire de prévention. Puis je pense aussi que tout le système de santé avec l'affaire de curatif, c'est comme toute une philosophie qui est achetée aux poubelles. Si vous saviez le nombre de clients que j'ai récupérés parce qu'ils ont eu des fucking chirurgies bariatriques, puis on sait encore aujourd'hui que le taux de succès, il n'est même pas de 50% de ces crises de chirurgie-là, puis ces gens-là sont brisés à vie. Ils sont tu les as charcutés, puis là, moi, je me ramasse avec quelqu'un justement qui absorbe plus de nutriments, qui ne peut même pas manger des portions normales. Là, je sais qu'il y a toutes ces vitamines et minéraux que. Puis là, il est trop tard. C'est fou raide. Puis je serais curieux de connaître le prix de ça. Une opération comme ça, incluant tous les spécialistes autour avant et après l'opération, d'après moi, ça doit coûter une coupe de 100 000. Je serais comme subventionner des programmes qui ont du succès. Donne-moi-en de l'argent. Je vais te charger, en prendre 500, même 5 000, même 50 000 des clients à coût de ce prix-là, puis on va régler la situation avec une solution qui fonctionne pour de vrai. Mais tu sais, je sais que techniquement, il y a des gens bien intentionnés là-dedans, mais le format curatif de régler un problème dans la surface, ça n'a jamais marché. Point, tu sais. Fait que ça, c'est une philosophie de santé globale, tu sais, qu'il faut se mettre à changer parce que je pense qu'il y a une portion là, au niveau des médecins qui se fait de plus en plus, mais c'est pas normal que tu te fais avertir que tu es résistant à l'insuline quand tu es rendu prédiabétique. Tu sais, ça banalise tellement ça. Moi, quand j'ai un client diabétique, j'explique tout le temps, juste que tu comprennes la gravité de ta santé. Là. Tes habitudes de vie ont fait en sorte que tu as développé une résistance à l'insuline. Si tu n'avais pas de médication aujourd'hui, tu mourrais parce que tu es résistant à l'insuline par tes habitudes alimentaires. Là, on parle de diabète de type 2, bien évidemment. Là. C'est extrêmement grave. Puis je ne dis pas ça pour te faire sentir mal, pour te culpabiliser. C'est juste que le médecin, lui, là, il fait comme bon, tu es diabétique, on va te donner de la médication. Mais c'est plus grave que ça. Puis il fait hey, tu es prédiabétique, fais attention. Mais prédiabétique, là, ça veut dire que tu es sur le bord d'avoir besoin de médication pour rester en vie. C'est comme très grave, tu sais. Puis moi, dans ma mentalité, dans notre bilan sanguin normal, à 30 ans, il devrait commencer à faire hey, tu es à 5% d'être diabétique, tu as commencé à développer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que tes habitudes actuelles, si tu fais ça x 20 ans, tu es diabétique à 50 ans. Fait que change la situation, tu sais, pour que. Fait que c'est tous des aspects qui ne font pas partie de notre culture. Ah oui, que c'est dans la norme. Ah, tu es dans la norme. Exactement. Puis tu te dis le mot norme, puis c'est ça la mission qu'on a dans l'ex-kinésiologue, dans le fond, c'est que j'arrête pas de dire, c'est que je veux changer les standards de santé. Qu'on arrête de faire, ouais, mais mon poids, il est normal dans une société où tout le monde est en embonpoint. Ça veut dire, si tu es dans la moyenne, c'est exécrable tes performances. Il faut élever ces standards-là vraiment. Ouais, parce arrêter que sinon, de niveler par le bas, puis essayer, sans faire du body shaming, là, mais plutôt que de se conscientiser que réellement, ça, c'est un autre débat. Là, là, c'est un autre débat. Le body shaming, je trouve ça drôle, cette histoire-là. Il a jamais été. Je trouve qu'on mélange des cartes, encore une fois, là, avec l'histoire de la grossophobie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Là. Il y a clairement des gens qui existent.
Mais là, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'aspect santé de la patente, là, fait que c'est assez important de le mentionner. Le but, c'est juste qu'on ait une meilleure énergie, une meilleure santé, qu'on va mieux. Puis de toute façon, ça ne sert à rien de se concentrer sur les résultats puis ça peser. C'est pas là-dessus que tu as le contrôle anyway. Fait que moi, quelqu'un que je ne sais pas comment je pèse, je ne saurais jamais comment je me pèse parce que je m'en fous. Ce que je veux, c'est à tous les jours faire en sorte que je mange un petit peu mieux que la veille puis que je m'entraîne un peu mieux qu'avant. Puis lentement, ça fait que je passe mon temps à croître. Puis si tout le monde faisait juste ça, ça serait bien plus simple que C'est ça. de se poser Tendre questions vers, comment faire. vers Le mieux. une évolution constante. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Moi, je dis toujours ça, quand même. C'est pas parce qu'on est bien qu'on peut pas avoir envie d'être mieux. Tu sais. Non, puis c'est ça le but du jeu de la vie, ultimement, là, c'est de se lever et essayer de monter une marche de plus, that's it, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Mais bref, je pense que si on peut conclure sur une phrase, c'est ça, c'est arrêtez de vous standardiser à la moyenne. Si t'es dans la moyenne, c'est de la merde. Fait que là, il faut arrêter vraiment de s'asseoir là-dessus. Puis de toute façon, justement, travailler sur soi-même, puis juste s'habituer de s'améliorer. Puis en temps normal, quand tu fais ça, après une couple de mois, tu regardes autour de toi, puis tu fais, oh mon Dieu, tu sais, les gens qui entretiennent des saines habitudes, souvent, ils se regardent à 30 ans, puis ils font, hein, c'est atypique d'avoir cette forme-là à 30 ans. Hein, à 40. Moi, mon beau-père, il a 54, puis il a un six-pack, là, tu sais, parce qu'il s'entraîne à tous les jours, puis il mange bien, puis dans sa tête, il fait ça parce qu'il essaie juste d'être un peu meilleur chaque jour, mais quand tu te compares, tu fais comme, mon Dieu, c'est donc bien pas le standard, puis c'est ça qu'il faut faire. Mm-hmm. Super. Hey, belle discussion. On a pété le temps, comme dirait Jean-Marc Parent. Merci de ta générosité, Alex, puis de ton énergie aussi, puis de ta transparence. Tu sais, c'est le fun de quelqu'un qui ouvre ses livres, qui parle, qui n'a pas peur de partager ses succès puis ses difficultés aussi. Puis c'est vraiment un bel épisode. Je suis super content de t'avoir vu aujourd'hui. Puis j'espère que tu as apprécié l'expérience aussi. C'était un grand plaisir. C'est bien agréable de tout ça. Puis ça me fait plaisir, justement. Je pense qu'on manque de transparence dans la société aujourd'hui. Fait que si les gens ont des problèmes à connaître l'information que je donne, c'est probablement d'eux que le problème vient, puis pas de moi. Fait que, en espérant que ça puisse inspirer des gens, puis tout ça. Fait que n'hésitez pas de communiquer avec nous autres s'il y a quoi que ce soit. Ben oui, fait qu'on va vous mettre tous les liens disponibles pour alexandreboily.com, Alexandre Boily kinésiologue, tout ce qu'il y a sur Facebook, TikTok, Instagram. On va vous mettre ça disponible dans les commentaires sur YouTube puis dans les posts de partage pour le podcast. N'hésitez pas justement à contacter Alex. Puis vous allez voir aussi, il y a plein d'autres affaires dont on n'a pas parlé, mais où est-ce qu'il y a du coaching en business qui se développe, tout ça à travers de ses apprentissages, ses succès. Vous allez voir, il y a de l'information très, très, très intéressante qui donne aussi très souvent beaucoup de valeur gratuitement. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Puis pour le reste, merci d'avoir été à l'écoute. C'était Simon Bernard et Alex Boily pour le podcast Comment ça pourrait être mieux. On se dit à la semaine prochaine.